Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision, directeur 7, bonsoir et bienvenue dans l'émission Coin de vérité. Pour sa première fois depuis 18 ans au pouvoir, le chef de l'État fort Essozena Gnassingbé a accordé un entretien exclusif aux journalistes togolais. C'était au 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Pour revenir sur les grands sujets abordés par le chef de l'État, nous avons invité sur ce plateau Monsieur Kolani Bineng. Il est acteur de la société civile. Bonsoir, Monsieur Kolani. Bonsoir, mon jeune frère Agouzou. Merci pour l'invitation et puis merci pour le choix fait par vous sur le thème, parce que c'était important pour nous, pour qu'on puisse écouter le chef de l'État, surtout qu'il est fait. C'est l'occasion pour moi de dire ce que je pense. Votre vis-à-vis constant, les mots analyse politique est pris à la dernière minute. Nous sommes obligés d'y aller. D'abord, on va aller sur le point de l'analyse sur le discours, sinon l'entretien du chef de l'État. Vous l'avez écouté, le chef de l'État dit avoir rompu avec la tradition, celle du discours, pour discuter directement avec les journalistes togolais. Comment appréciez-vous cette décision du président Faure? Oui, c'est d'abord, avant d'arriver là, nous avons vu le programme qui concernait la fête du 63e anniversaire de notre indépendance, où on disait que le chef de l'État devait passer devant les députés, les élus du peuple. On l'a entendu, après tout, on ne l'a pas écouté. Et le lendemain, on attendait qu'il devait faire son discours d'habituel. On ne l'a pas aussi vu. C'est plus tard, devant la TVT, qu'on dit qu'on va l'écouter, qu'il serait dans un instant à l'autre, on va l'écouter. Mais finalement, nous suivons la TVT, c'est New World, une chaîne privée de la place qui est en train de faire des entretiens avec le chef de l'État. Et lui-même, il a dit qu'il a voulu rompre avec les habitudes. C'est une bonne chose de rompre. Mais seulement nous, en tant que citoyens togolais, ça nous a mis mal à l'aise. Plutôt, c'est la TVT qui est sur satellite, qui devait avoir cette chance et avoir des invités comme des journalistes privés, de la presse écrite, de radio, de télévision. Mais comme il a choisi New World TV, tant mieux. L'essentiel est qu'il a donné ce qu'il pensait à la nation togolaise. Sur ce, je veux dire directement au chef de l'État, félicitations à lui, parce qu'il faut communiquer avec son peuple. C'est très important. La communication est très importante quand on dirige. Quand on dirige, il faut communiquer. Maintenant, pour le fond, peut-être qu'on va arriver. Sinon, c'est ce que moi je vois. Ce qu'il a fait, c'est bon. Parce qu'on a écouté ce qu'il a dit. Et tous les Togolais l'ont écouté. Et si vous voulez, on continue en disant ce qu'il a dit. Avant de répondre aux questions des journalistes, le chef de l'État dit avoir écouté les reproches sur l'absence de ces entretiens avec les médias togolais. Est-ce que là, on peut dire aujourd'hui que le président Faure est à l'écoute de son peuple? Oui, ça, on peut dire qu'il est à l'écoute. Parce que nous-mêmes, nous l'avons souvent interpellé pour ça. Quand il a dit, on était très fiers qu'au moins, il écoute les reproches que le bas peuple le reproche. Donc s'il a pu faire ça, il a dit directement qu'il écoute le peuple, c'est pourquoi il a accordé l'interview. Et ça, il faut le féliciter. C'est déjà bon. Parce qu'un chef d'État doit écouter son peuple. De façon générale, quelle analyse faites-vous sur l'entretien? De façon générale, comme je l'ai dit, il faut la communication. C'est ce que nous avons vu. L'entretien, tout le monde doit l'apprécier comme il l'entend. Et les sujets abordés, les réponses données par le chef de l'État? Oui, les sujets abordés, c'est ça qui nous met sur notre soif, parce qu'on avait beaucoup de points pour qu'il puisse aborder. Déjà, quand il nous parle de l'attaque du Togo, c'est sur ce point nous sommes d'accord, parce qu'il a bien dit que le Togo est en guerre. Nous savons bien que les djihadistes au nord sont en train d'attaquer nos forces de sécurité et avec la population. Et la presse ne communique pas. Et les forces de sécurité aussi ne communiquent pas. Finalement, c'est le chef de l'État qui nous a donné l'ampleur et pourquoi il ne communique pas. Et il a dit un mot là qui m'a plu, que nous avons des valeurs. Il ne sert à rien après faire des attaques ou bien faire des exploits et tuer les djihadistes ou bien ceux qui viennent.
et le dire ou bien l'exposer comme un trophée de guerre. C'est indécent de célébrer la mort d'une personne. C'était le propos de Paul. Ouais, sur ce plan, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, mais ce monsieur connaît la valeur de nous les Africains. Mais beaucoup s'interrogent, est-ce que dans une situation de guerre, on peut parler également de l'humanisme? L'humanisme, oui, on peut parler de l'humanisme, parce qu'un chef d'État qui fait face à des, comment on dit, à des agresseurs, et au même moment sa population est en train de trimer, il verra dans quelle mesure protéger sa population. Donc l'humanisme à ce niveau, quoi qu'on peut dire, ça a sa place. Ça a sa place parce qu'il faut déplacer les gens, il faut les mettre dans de bonnes conditions. C'est son devoir quand même, hein, c'est son devoir. Mais quand on met le mot humanisme aussi, c'est pas aussi mal. Mais seulement, comme vous l'avez dit, c'était la peine qu'ils le disent pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement et quelles sont les dispositions qu'il a prises vis-à-vis de cette population qui se trouve dans le Nord et quels sont les comportements que nous, qui ne sommes pas là-bas, et comment est-ce qu'on peut se comporter en communion de prière pour que cette guerre puisse cesser. Donc, sur ce plan, on devait l'apprécier que c'est une bonne chose. Le deuxième plan, ça c'était au niveau de la politique, si je vais aller loin dans ce qu'il a dit, en disant qu'il y aura des élections prochaines dans le pays, que bien sûr qu'à l'époque, quand il y a des élections, les gens s'agitent, s'il y a la peur qu'on sort, et que cette fois-ci, on a dépassé ça, je veux le rappeler qu'on n'a pas dépassé, c'est de la calmie. C'est de la calmie, c'est que les Togolais sont découragés de ce que c'est que la politique, voire même ce que c'est que les élections. Si le chef de l'État nous écoute souvent, comme il l'a dit, qu'on l'interpelle, il devait savoir qu'il y a une ONG même que je cite souvent, Afrobaromètre, qui a dit le peuple togolais n'ont plus confiance à leurs dirigeants, donc lui il est dirigeant, et que le peuple togolais dans leur majorité aussi non plus confiance aux partis politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple puisse avoir confiance à leurs dirigeants, puisse avoir confiance aux partis politiques? Or, pour faire la politique, les partis politiques ont pour dominateur comme le peuple. Donc si à un moment où le peuple n'a plus confiance à ce genre de personnes, il y a des questions à s'interroger. On va aller sur les sujets abordés par le chef de l'État, mais je vais revenir sur la question sécuritaire. Vous avez vu le bilan dressé par le président Faure, une quarantaine de blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité, une centaine de civils et des milliers de déplacés. Le chef de l'État dit aux Togolais de s'attendre à un combat long, mais il nous rassure que la victoire viendra. De toutes les façons, la victoire viendra. Les djihadistes ne peuvent pas gagner le peuple togolais. Mais on a vu le terrorisme persister dans tous les pays. On a eu l'impression au début qu'on allait mettre hors d'état de nuire à ces groupes, mais ça persiste. C'est pourquoi le chef de l'État est prudent, en disant que ça va durer. Mais il n'a pas fixé le temps. Il ne vous dit pas que c'est 1 an, c'est 2 ans. C'est tout ce qui se passe dans le monde entier. La guerre de l'Ukraine, les djihadistes au niveau du nord du pays, au Mali. Normalement, les Africains devaient tous conjuguer leurs efforts pour faire face à ceci. Mais chaque pays à son niveau ne peut pas vite arriver à bout de ces djihadistes. Parce que le chef de l'État nous a dit qu'ils sont 2. Oui, il a pour le moment, c'est ce qu'il lui, il est au courant de deux groupes. Et en dehors de ça, quand on nous dit, il a parlé d'environ 40 personnes, 40 militaires. Oui, une quarantaine. Quand il dit environ, il faut savoir qu'on aura peut-être plus que ça. Mais on ne peut pas communiquer, et même au niveau des civils. Parce que moi, je suis de la région. Chaque fois qu'il y a des attaques, nos frères, nous envoient des informations pour ce qui se passe là. Donc c'est pour vous dire que la guerre va durer, mais avant que on arrive au bout, il faut que les Africains, les chefs d'État africains, fassent violence sur eux pour essayer de finir avec nos barrières artificielles qui a été imposées par le colon, pour qu'on puisse conjuguer nos efforts, toute la population ensemble, et pour qu'on puisse faire face à ces gens de terroristes. Et puis ce qui est bizarre, c'est nos frères. Ce n'est pas que c'est un ennemi, c'est un blanc qui vient d'ailleurs, ou bien un chinois, ou bien un indien. Vous parlez de terroristes? Les terroristes, c'est des Africains. C'est les Africains, c'est nos frères. Donc, et puis, ce qui est bizarre ici, ils n'ont pas de revendications propres pour qu'on puisse dire que voici ce qu'ils sont en train de revendiquer, pour qu'on puisse demander au chef de l'État de satisfaire ou de ne pas satisfaire. Il n'y a pas de revendication, mais les gens nous attaquent et nous tuent. Donc, c'est pour dire que
Il a bien dit que ça va durer. Réellement, ça va durer jusqu'à quand? Pour nous, on fait encore une proposition qu'il faut que tous les chefs de l'État africains n'ont qu'à faire d'efforts pour s'entendre, pour faire face à ceci, pour qu'on puisse très tôt finir avec ça. Sinon, vous voyez ce qui se passe aussi en Soudan. Alors, sur la question de la cherté de la vie, on a vu le chef de l'État plaider coupable, surtout sur la question des 3 milliards qui devaient être versés aux parents d'élèves à la rentrée scolaire. Est-ce que cette expression, vous trouvez le chef de l'État Faure Gnassingbé dans une posture d'humilité? Non, dans une posture d'humilité, puisque la question lui a été posée, c'est lui qui avait proposé, même le journaliste même est allé loin, qu'il a tenu ça cette fois, en parlant de FOPAT, là, et pour le truc des agriculteurs, que cette fois, la FOPAT qu'il a tenu, il a tenu sa promesse. Donc c'est pour vous dire que s'il n'a pas pu tenir cette promesse, le chef de l'État a plaidé coupable, c'est une bonne chose, et il a expliqué pourquoi. Seulement la question que nous nous posons est que quand on est gouverneur, on veut gouverner un peuple, gouverner c'est prévoir. Vous n'allez pas annoncer ces genres d'événements à votre population et plus tard, ils n'ont pas le retour. Et c'est lors de la fête à l'occasion là que le journaliste a posé la question qui plaide coupable. Bien sûr que c'est être humble, mais il ne faut pas que ça continue parce que ça diminue. Un chef d'État, surtout qui nous appartient, un chef d'État c'est pour tous les Togolais. Et donc à ces genres d'erreurs, il ne faut pas que ça se répète. Oui, mais le chef de l'État dit que c'est après concertation au niveau du gouvernement qu'ils se sont rendus compte que la part qui devrait aller aux personnes bénéficiaires, on ne savait pas à qui donner, à qui ne pas donner. Ça voudrait dire qu'au Conseil des ministres, les difficultés étaient énormes. Les difficultés ne pouvaient pas être énormes du moment où il l'annonçait. On annonçait parce qu'on savait qu'il y avait besoin. Et s'il y avait besoin, on sait qu'on avait ciblé des gens qui avaient besoin de ça. Donc il ne faut pas venir aujourd'hui nous dire que on ne sait pas à qui donner. C'est parce qu'il y a besoin qu'ils appuient des dispositions et même ils ont fixé un montant. Si ce montant a été fixé, c'est parce qu'ils ont fait certains calculs. Donc plaider coupable, oui, pour certaines personnes qui vont aller au raccourci, peuvent l'apprécier à ça juste vers là. Sinon, c'est plaider coupable, oui, mais c'est pas ça. Un chef d'État ne peut pas tomber jusqu'à ce niveau. Le chef de l'État dit que les mesures, c'est bien, mais l'application parfois sur le terrain est très compliquée. C'est pourquoi il faut écouter sa base, il faut écouter la population. Vous savez, souvent... Est-ce que ce n'est pas parce que le chef de l'État a écouté les populations qu'il a fait ses promesses, mais la réalisation n'a pas été ce que ça devrait? Non, monsieur Agouzo, si le chef de l'État écoute sa population, et souvent quand vous écoutez la population, c'est que la population fait des propositions. C'est pas parce que vous l'avez écouté qu'il est en train de s'alarmer et qu'il a besoin de ce qu'il a besoin de ceci, qu'on ne verra pas dans quelle mesure il faut le faire. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que moi, sincèrement, bien sûr qu'il a expliqué la manière dont ça ne pouvait plus se faire et comment il se prépare pour le refaire. Et avec les élections locales que nous avons eues avec les maires et consorts, normalement, ces genres de problèmes, on ne devait plus l'avoir, hein, parce qu'on devait avoir l'information à la base et voir dans les milieux où il y a plus de démunis, ou à qui on veut octroyer ces fonds. Parce qu'ils disaient qu'on ne savait pas qui concrètement les fonds devaient être alloués. Mais aux parents d'élèves. Nous avons vu dans les établissements les directeurs recenser les noms des parents, mais on a eu l'impression qu'à la dernière minute, la pratique a été difficile. Mais comment ça peut être difficile du moment où vous savez la cible que vous voulez toucher? S'il y a eu des inspecteurs, il y a eu des directeurs d'école qui ont vu les parents, au moins ceux qui sont là-bas, ils savent quels sont les parents qui sont démunis. Donc le problème ne veut pas se poser. Même quand... Est-ce qu'il y a un mécanisme pour déterminer les parents démunis, les parents nantis dans une école? Non, nous sommes tous des Togolais, nous sommes des Africains. Quand on est dans un quartier, quand il y a un parent démuni, vous le savez. Surtout des enseignants, quand les parents sont démunis, vous le savez. Il ne faut pas nous dire ça. Bien sûr que les élections locales, on les fait il n'y a pas longtemps. Pour eux, pour les maires, on peut accepter, mais les enseignants, les inspecteurs, on peut vous dire dans tel milieu, le rapport qui montre, voici les difficultés que les parents ont. Même pour que les enfants viennent manger à l'école, et même pour leur scolarité. Donc, sur ce plan, on ne pouvait pas accepter. L'argument ne tient pas. Alors, sur la question de l'agriculture, nous avons vu les chefs de l'État dans toutes les régions. Vous avez déjà parlé de FOPAT. Et le chef de l'État a rencontré les agriculteurs et il explique ceci par la crise sanitaire Covid-19 et la crise en Ukraine qui nous a donné une leçon de bénéficier ou de vivre de notre agriculture. Oui, sur ce plan, il fallait l'apprécier parce que c'était bien. La guerre de l'Ukraine, même avec la maladie coronavirus, moi j'en ai apprécié parce que ça devait nous permettre de nous prendre en charge. Hein.
Mais pour ce qui concerne l'agriculture, vous savez, je l'ai dit sur certains plateaux, l'agriculture, tout le monde sait bien que tout pays qui veut être autosuffisant alimentaire ou bien être indépendant vis-à-vis des autres pays, il fallait mettre de l'argent ou bien mettre les moyens au niveau de l'agriculture. Ce n'est pas maintenant qu'il faut courir de gauche à droite. Vous avez vu, moi j'ai fait l'INFA de Tobé, où le Togo depuis fort longtemps sortait des agriculteurs, des éleveurs, des forestiers comme ça, mais on ne les utilise pas. On ne les utilise pas. Même le chef de l'État même a dit quelque chose qui m'a un peu choqué, que l'État ne donne pas du travail. Non, l'État donne du travail, c'est lui qui crée de l'emploi, c'est lui qui favorise l'emploi. Donc dans son discours, il a eu, je ne sais pas par mes gars qu'il a dit ça, pas lapsus peut-être, sinon l'État c'est lui qui est pouvoir d'emploi, à tous les niveaux. À tous les niveaux, vous ne pouvez pas former des gens, ne pas mettre des conditions pour que les gens puissent exceller. Quand on parle de l'agriculture, c'est l'État qui met les moyens. Les tracteurs au niveau des agriculteurs, qu'est-ce qu'il faut cultiver? Ce que nous consommons, il a précisé ça. Il faut qu'on cultive ce que nous mangeons, ce que nous voulons. Mais pourtant, on a vu à l'époque où les gens puissent faire de promotion au niveau de l'agriculture de rente, et coton et consorts, et il y avait des sotocots là, où quand tu ne cultivais pas le coton, on ne te donnait pas de l'engrais. Vous comprenez? Il fallait cultiver le coton pour qu'on puisse avoir de l'engrais. Donc tout ça là a été des politiques qui ont été mal ficelées ou bien mal faites. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Donc cette guerre ou bien cette maladie qui est arrivée devait nous aider. Ça ne commence pas à nous aider déjà. Mais seulement il faut aider réellement les paysans ou bien les jeunes Togolais à s'intéresser à l'agriculture. Il a bien aussi précisé dans son discours qu'il faut que demain on puisse parler des milliardaires au niveau de l'agriculture. Des entrepreneurs agriculteurs. Ouais. Mais il faut réellement y mettre les moyens. Parce qu'il ne sert à rien de venir faire le discours, ne pas mettre les moyens. Alors, sur cette question d'agriculture, le chef de l'État a aussi abordé la question de la transhumance. Mais avant d'y arriver, nous allons marquer une pause. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Deuxième partie de cette émission Coin de vérité, fidèles téléspectateurs de la télévision Direct 7. Nous sommes sur ce plateau avec Kolani Bineng, il est acteur de la société civile. Avec lui, nous sommes en train de décrypter l'entretien accordé par le chef de l'État aux journalistes togolais. Monsieur Kolani, nous étions en train de parler de l'agriculture du programme FOPAD. La tournée qui a meublé le programme de Fort Nyasingbe. Dans le discours, le chef de l'État est revenu sur la transhumance qui met mal à l'aise les agriculteurs. Il dit que cette question n'est qu'une question régionale et la grande solution devrait venir de la CEDEAO, malgré les efforts du gouvernement. Oui, cette question de transhumance, plusieurs fois les agriculteurs ou bien les citoyens togolais appellent souvent à la radio, même il y a de ces débats que les journalistes font, ou quand ces bouviers ou bien ces pâturages arrivent, ils ne font que débasser nos champs. Donc si le chef de l'État nous dit aujourd'hui que c'est un problème qu'ils sont tous conscients, avec les chefs d'État de la CEDEAO, qui sont en train de prendre des dispositions pour ça, on ne fera que saluer. On ne fera que saluer parce que c'est souvent des morts aussi qui surviennent. Parce que quand ces animaux viennent passer dans votre champ, ils ne peuvent que dévaster. Et aujourd'hui, même quand ces paysans se lèvent pour aller convoquer ces bouviers, on voit derrière même ces bouviers des gens bien en position politique ou bien en bonne position au niveau du pays. Là, vous parlez des autorités. Des autorités qui viennent mettre, peut-être que c'est leur bœuf ou bien ils viennent s'arranger avec ces transhumants-là, puis le paysan n'a plus gain de cause. Et chaque fois, les gens s'alarment. Donc c'est pour dire que s'il y a une solution au niveau de la CEDEAO, ça peut arriver vite. L'essentiel que ça arrive tôt, pour éviter ces guerres-là. Même au niveau de ces djihadistes-là que nous disons, il paraît que ça aussi, ça fait partie de leur butin de guerre. Parce que c'est des gens aussi qui profitent de ça pour avancer. Donc si les chefs d'État sont conscients que
c'est comme ça, on ne fera que saluer. Quand vous parlez des autorités qui sont derrière les bouviers, est-ce que ce n'est pas la question d'impunité qui fait que cette question de la transhumance continue? Oui, pour l'impunité, vous savez, il y a souvent crié dans le pays, il y a toujours l'impunité. Dans le pays, il y a toujours ce favoritisme, il y a l'injustice que nous crions chaque fois. Mais vous avez vu, comme je l'ai dit, dans le Nord, ce qui s'est passé au début, quand les djihadistes étaient arrivés, c'était dû à quoi? C'est parce que les gens ont pris les bœufs de ces gens-là, et puis ils sont venus pour attaquer. Le chef de l'État était obligé de se déplacer pour aller calmer des gens. Les djihadistes, c'était clair que c'est parce qu'on a pris leur bœuf et qu'on sait qu'ils attaquent le Togo. Jusqu'à présent, on ne sait pas à quel niveau le problème là se situe. Alors la question politique, le chef de l'État, dans son entretien, a rassuré le peuple togolais. C'est vrai que le code électoral n'est pas parfait, mais il n'est pas pire au monde. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons sous la main pour avancer. Vous avez vu le chef de l'État dire également que dans le passé, les élections faisaient craindre, mais pour ces échéances à venir, je parle des élections locales, régionales et législatives, on semble voir l'accalmie parce qu'il y a eu un dialogue qui a été fait en amont. Non, vous savez, il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes. Aujourd'hui, le Togo, quand vous prenez le Togo, bien sûr que notre préambule dit qu'on est sous la protection divine de Dieu. À la fin de même du discours du chef de l'État, il a prononcé le nom de Dieu. Cela veut dire que c'est un peuple croyant. Mais, sans vous mentir, en politique, ça fait peur au Togo. Ce n'est pas parce qu'il y a de la calme que vous pensez que c'est calme. Est-ce que le mot peur n'est pas trop fort? Non, ce n'est pas trop fort. Il y a plus de divisions aujourd'hui au Togo. Et cette division est due à des partis politiques. Même les prêtres l'ont soulevé dans leur conférence, les évêques. Vous savez, les Togolais sont plus divisés que ça. Oui, et lorsque vous faites l'analyse actuelle par rapport au passé, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un changement? On voit l'accalmie. Quel accalmie? On voit l'apaisement politique. Quel apaisement? Non, c'est parce que les gens, quand tu parles du passé, Jésus-Christ, sur qui les gens criaient, il a été racheté par le chef de l'État. Non, mais le même peuple qui criait là, il n'a pas trouvé sa solution. Le peuple a besoin seulement d'un état de droit. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il y a la calmie parce qu'on prend les gens pour jeter en prison. Parce que les gens fuient le pays pour être exilés. Est-ce que cette question n'est pas réglée par l'accord politique, le CPC aujourd'hui? Quel CPC? Et la CNAP? Non, la CNAP est créée juste pour casser cette dynamique qui était deuxième par les élections. Vous avez constaté qu'au Togo aussi, quand il y a souvent des élections, à la fin, quand les acteurs ne s'entendent pas, on crée un dialogue et ils s'entendent. Et sur cette table-là, heureusement que la dynamique monte un coup, je ne sais pas retrouver. C'était l'objectif. Est-ce que ce n'était pas une erreur pour la DMK de ne pas s'associer à ce dialogue? Parce qu'aujourd'hui, on voit déjà la DMK, le reste de la DMK, c'est vrai qu'elle est divisée, en train de négocier le retour d'Agboïme Kodjo. Mais renégocier le retour, ça s'impose à nous. Le retour de tous les exilés politiques, la libération de tous les prisonniers politiques. Il faut qu'une table ronde pour qu'on s'assiede. Le chef de l'État doit comprendre ça. Mon frère Agouzou, allez-y sur les réseaux sociaux, écoutez des gens, il n'y a plus de division. Même au niveau sein de l'armée. Est-ce que les réseaux sociaux font le peuple togolais? Non, justement, même sur des chaînes officielles que la RAC contrôle. Nous, il y a des émissions interactives, vous appelons. Vous écoutez ce que le peuple dit. Comme le chef de l'État dit, c'est pourquoi je demande de servir de renseignement, d'aller dire concrètement ce qui se passe. Le Togo est plus divisé. Dire à qui? Au chef de l'État, au chef de l'État, ce qui se passe entre les Togolais. Oui, après cet entretien, on a l'impression que le chef de l'État écoute tout ce que nous disons. Mais est-ce que tout va vers lui? C'est pourquoi je me pose la question. Quand il a dit qu'il nous écoute, je me suis dit réellement qu'il nous écoute. Et mais il y a eu des questions qu'il n'a pas abordées. C'est pourquoi je ne veux pas des réfugiés. Je ne veux pas des exilés politiques. Ça, c'est des questions que les journalistes devaient aborder. Vous comprenez? Et il sait bien que il y a eu des... Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, il y a eu un ONG qui nous dit que les Togolais n'ont plus confiance aux partis politiques. Mais c'est les partis politiques qui iront aux élections. S'ils n'ont plus confiance à vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'ils aillent encore aux élections avec vous? Quand vous parlez des partis politiques, vous faites allusion de l'opposition et du pouvoir. Du pouvoir. Même ils sont partis loin en disant que le peuple n'a pas confiance à ses dirigeants. Ça veut dire que l'opposition même ne joue pas son rôle. L'opposition n'a jamais joué son rôle dans ce pays. C'était les intérêts personnels. C'est ce qui fausse le jeu. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Vous avez fait l'opposition? J'ai fait l'opposition. C'est pourquoi je me suis démarqué. J'ai fait avec eux. Je sais ce qu'ils font. Il faut s'approcher. Il ne sert à rien de critiquer des gens si nous devons faire approcher d'eux pour voir ce qu'ils font. Dites-moi, quel est cet opposant qui sortira aujourd'hui dire qu'il veut l'intérêt général du peuple togolais? Il n'y en a pas. Si un chef d'État
avec des pesanteurs qu'il a sur lui, parce que son entourage aussi n'est pas ça. Il sort solennellement pour nous dire qu'il y a surfacturation. Il y a une minorité. Il avait besoin de qui? De son opposition en face pour avancer. Mais est-ce que quelqu'un a broché? Les mêmes choses s'opposent encore aujourd'hui. Le chef de l'État, on peut pas. C'est un humain, hein. Gérer un pays, c'est pas facile. Ah, vous pensez alors que l'opposition est pire que le pouvoir? Ça, c'est clair. Ça, il faut le dire. Ah, M. Kolani... Mais c'est Kolani qui parle. Je vous dis que l'opposition est pire que le pouvoir en place. Alors pourquoi ne pas avancer alors? Et il faut parler encore de l'opposition, des mais c'est pourquoi je vous dis qu'on s'assied, c'est la société civile pour décoller les bases. Non, mais si le pouvoir est mieux, il faut donc avancer. Non, pas avec le pouvoir aussi. Il y a des problèmes. C'est pourquoi je vous dis le chef de l'État qui dénonce. Vous voyez qu'il n'a pas la force d'avancer. Les journalistes dénoncent. Mais on n'agit pas. La justice dénonce. Maintenant, il faut qu'on donne des vrais pouvoirs aux institutions de la place. C'est tout le problème que nous avons. Mais c'est le peuple qui trime dans cette affaire. Parce que c'est le peuple qu'on joue, on joue avec ce peuple-là. C'est le peuple qui souffre. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, je l'ai souvent dit, il suffit qu'on libère les prisonniers politiques, on signe une amnistie pour que les gens de l'extérieur rentrent, on s'assied comme la conférence nationale souveraine qu'on avait en 90, mais pas de cette manière. Ça serait une table ronde, on s'assied, on se regarde de face à face pour discuter, pour donner la chance à toutes les institutions d'agir proprement et ne pas être au service d'un individu ou bien d'un parti politique. Et qui le fera pour quel intérêt? Mais pour l'intérêt du peuple togolais. Et qui le fera? Parce que le pouvoir... La première personne qui doit le faire, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a ce pouvoir. Dans le cas quand s'il ne le fait pas, c'est le peuple qui sortira dans la rue. Ça, je l'exhorte sur vous, je l'ai dit. Le peuple sortira parce que le Togo appartient au peuple togolais. Mais le peuple est toujours dans la rue, on n'a jamais vu... C'est pourquoi le peuple est toujours dans la rue avec des interlocuteurs qui ne sont pas valables. Les intellectuels qui ne sont pas valables. Le peuple est toujours sorti dans la rue, c'est pourquoi je vous dis que l'opposition n'existe pas. Si on avait tout ce que le peuple a donné, le peuple en a trop donné. Mais ceux qui sont toujours devant nous ont donné un résultat. Maintenant, s'ils ne donnent pas un résultat, un chef d'État qui est là pour le bien de tous les Togolais, qu'est-ce qu'il veut, il doit faire? Il faut que prenne les taureaux par les cornes, s'attacher au développement. Hein? Quand le peuple se retrouve en vous, avec le développement, avec que vous avancez, on oublie l'opposition, l'opposition même va s'oublier de soi-même. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de développement, le peuple trime à tous les niveaux. Et puis quand on parle du peuple, l'opposition c'est qui? L'opposition, allez-y dans les classes. Est-ce que vous allez lire sur le front de nos enfants, enfants de l'opposition, enfants de militaires ou bien enfants du parti au pouvoir? Avec tout ce que les gens endurent dans le pays, c'est la souffrance, c'est la galère. Hein? Mais il est temps quand même qu'on ça fait 63 ans de l'indépendance. Qu'est-ce qu'on en fait? On est plus divisé qu'avant. Alors aujourd'hui, le chef de l'État annonce déjà les élections régionales et législatives. Il avait déjà annoncé dans son discours de nouvelle année. Alors, est-ce que ce n'est pas une occasion aujourd'hui pour que cette opposition dont vous parlez puisse se repositionner pour corriger les tirs, peut-être à l'Assemblée nationale, et corriger les lois? Monsieur Agouzou, les opposants peuvent aller, les partis politiques peuvent faire leur jeu avec le pouvoir en place, mais ils n'ont qu'à se mettre en tête que le peuple n'est pas derrière eux. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Le peuple a besoin d'un état de droit, il a besoin d'une unicité. Oui, mais dans une élection. Mais dans une élection, mais il faut un état de droit. Quand vous lisez même notre préambule et notre constitution, qu'est-ce que la constitution dit? Le Togo est un état de droit. Laïque. On a la laïcité, mais un état de droit, non. On est démocratique. Démocratique parce qu'il y a des élections, il y a les institutions, ça fonctionne. Et on dit social, il n'y a pas le social. Vous voyez? On dit... Selon vous? Mais non, c'est clair, non. Est-ce qu'il y a le social? Sortez un peu, faites un peu de tout. Les gens sont là. C'est pas parce que le jour où le chef de l'État se rendait à Kara, dans la région de la Kara, il y a eu des amis qui m'ont envoyé des choses incroyables. Ils n'ont pas de l'eau potable dans la ville de Kara. Oui, le chef de l'État l'a dit qu'il est en train de faire tout possible pour que les petits-fils ne disent pas qu'ils ont subi la même chose que leurs grands-parents. L'eau, l'électricité. Oui, ça fait 63 ans pour l'indépendance. Et le chef de l'État est en train de boucler 18 ans de pouvoir. Et c'est maintenant qu'il vient de dire ça. Et on ne met pas des bases solides pour qu'on puisse savoir que le futur est rose. Non. Ça dit qu'il faut qu'on aime notre pays. Est-ce que, M. Kolani, vous êtes pessimiste sur tous les points, à voir de l'opposition comme du pouvoir, et même la gouvernance? C'est pourquoi je vous dis, il faut de nouvelles têtes qui sortent. Il ne faut pas que les gens s'arrêtent pour leurs intérêts personnels. C'est pourquoi je dis, même au niveau du pouvoir, nous avons le même problème. Le vol, la tricherie, le mensonge à tous les niveaux. L'impunité, c'est sale. Pourquoi?
J'ai eu même mal à l'aise, j'étais mal à l'aise quand le journaliste n'a pas posé la question pour savoir la gestion des fonds de Covid au chef de l'État. Oui, une question sur laquelle beaucoup sont revenus, mais je crois que c'est une question de minutage, un entretien. Oui, bien sûr de minutage, mais il y avait des points poignants parce que c'est l'actualité, c'est d'actualité. C'est d'actualité parce que... Est-ce que cette question n'est pas déjà réglée? Réglée par qui? Oui, par les ministres qui sont allés se justifier devant l'Assemblée nationale. C'est ce qui nous met très mal. Surtout nous qui avons mis pied à l'école. Sincèrement, à cause, je ne veux pas être trop dur envers vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas toujours satisfait des réponses des ministres? Non, ils ne sont pas satisfaits, sincèrement. Et qu'est-ce que le chef de l'État devrait faire? Le chef de l'État, nous avons demandé même les ministres qui démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, le chef de l'État devrait les faire démissionner. Vous êtes sérieux? Mais je suis sérieux, non? Parce que c'est notre patrimoine commun que nous gérons. Et le chef de l'État n'appartient pas au Parti uni. Il appartient à ces 8 900 et 8 95 Togolais qu'on a recensés la fois passée. Donc il a le devoir, nous avons le devoir de l'aider et il a le devoir de nous écouter. Donc nous ne pouvons pas encore aller à ces élections sans une assise vraie, juste. Alors si tout ce que vous décrivez, vous ne voulez pas une élection, comment on peut y arriver? Mais, M. Agouzou, le chef de l'État, il a dit que le Togo est en guerre. Si on est en guerre, on peut aller aux élections. Mais quand les terroristes, toutes les dispositions sont prises. Le chef de l'État dit que ce n'est pas parce qu'on ne communique pas qu'on n'a pas de victoire. Même si on ne communique pas, on n'a pas de victoire. Moi, c'est ma région. Hein. Ma région, je ne veux pas être régionaliste quand même. Hein. Vous avez des informations? Nous avons des informations, non seulement ça. Mais ce qu'il dit, on ne peut pas dire que ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est vrai. Mais les gens sont déplacés. À l'époque, on nous parlait de l'attaque de la préfecture de Kwendial. Maintenant, Tono aussi est attaqué. Et il a dit ça fait deux fronts. Deux djihadistes et deux ennemis qui nous affrontent. Mais c'est pour vous dire que le chef de l'État a ce pouvoir, vous comprenez, de dire aujourd'hui que les Togolais s'assient ensemble, on libère les prisonniers politiques, on signe une amnistie, tous les fils du Togo rentrent, tout le monde expose son problème. Et il voit dans quelle mesure nous allons faire redécoller le Togo. Et là, les élections auront un sens. Et les partis politiques aussi prendront leurs responsabilités. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est un jeu. On a l'impression que c'est un jeu, les partis. Déjà, quand vous écoutez, ça c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Un député à l'Assemblée d'un groupe parlementaire, quand on avait pris Agoué comme préfecture, il dit voici, on donne préfecture à Agoué parce qu'il y a tel nombre d'ethnies là-bas, c'est pourquoi on a donné. Vous dites, voyez que ce n'est pas une division des Togolais, un député qui dit ça à l'Assemblée. Ah, ça veut dire que nous ne sommes pas dans une nation. Dans une nation, c'est dangereux. Il y a beaucoup de choses que les gens se disent. Même la sortie de la C14, Tikpi qui a fait la C14, entre les ethnies, vous voyez comment les gens se cisaillent, les gens s'insultent. Mais si on ne s'assied pas pour temporiser tout ceci, pour mettre le Togo dans une transition qui s'impose à nous, parce que les élections ne résoudront pas le problème au Togo. Hein. Il y a une transition qui va s'imposer. Et qu'on trouvera des vrais fils, des gens de valeur. Ce n'est pas des menteurs, ce n'est pas des voleurs. Qu'on mettra à la disposition de notre peuple. Là, nous faisons fausse route. Hein. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien, mais une question s'impose. Le recensement électoral a débuté depuis hier. Est-ce que vous avez des informations concernant ce recensement, puisque vous avez fait un appel à la population à se faire enrouler? Qu'est-ce qui se fait sur le terrain en quelques secondes? Oui, non, nous avons déploré la manière dont ils ont débuté. On commence par, on fait des élections, des recensements il y a longtemps. Vous savez que tel jour ça va démarrer. Au moins, les kits devaient être sur les lieux à la veille. Nous avons des militaires qui pouvaient aller garder ces kits-là à la veille. Et le matin, très tôt, ça va démarrer. Les gens sont là-bas depuis 5h, 6h du matin. Les kits arrivent vers 11h, midi, 13h. C'est comme si c'était le début, qu'on veut commencer par faire des recensements au Togo. Non, vous savez, c'est ce genre de choses qui nous met mal à l'aise. Peut-être que c'est le premier jour. Donc, oui, chaque fois, il faut dire le premier jour. Chaque fois, il faut dire le premier jour. Tout début est difficile. Non, chaque fois, il faut dire le premier jour. À un niveau donné, il faut quand même mieux faire. De toutes les façons, j'exhorte toujours par votre chaîne tous les Togolais d'aller se faire recenser. Si le dernier jour, les gens ne sont pas beaucoup enrôlés, il fallait encore, on va demander une prorogation, hein, parce que c'est important que les Togolais se fassent enrôler. Maintenant, pour aller aux élections, là, il y a matière à discuter d'abord. Monsieur Koulani, merci d'avoir répondu à notre entretien. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord vous saluer, et puis saluer le technicien, et beaucoup de courage à vous.
Parce que tout ce que vous faites pour le Togo, c'est important. Surtout vous, Ricardo, qui, je vous vois dans plusieurs postures en tant que journaliste, société civile, qui fait un travail pour le Togo. Il y a à vous encourager. Et je finis ceci en disant à tous les Togolais d'œuvrer pour qu'on puisse trouver l'unicité. Parce que le Togo a besoin de l'unicité. C'est très important. On ne peut pas faire 63 ans d'indépendance et encore on se divise, on se querelle. Et ceci est dû encore à des partis politiques et à des religions qu'on sort. Il faut qu'on arrête. Il faut que le Togo est un et indivisible. C'est très important pour moi. Donc le chef de l'État a le devoir de faire tout pour que cette unicité revienne. Merci à vous. Je vous remercie. Merci à vous tous, téléspectateurs de la chaîne télé Directeur 7. Nous étions dans cette émission avec Kolani Pineng sur l'entretien du chef de l'État décryptage. On va se retrouver dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de travailleurs à tous.